Bonsoir et bienvenue dans le journal des JMJ. Aujourd'hui, dans les titres de cette édition, la croix des JMJ qui est arrivée à Sydney. Nous retrouverons Thomas Vallu, l'un de nos envoyés spéciaux en Australie. À la veille de l'ouverture officielle de l'événement, les jeunes affluent dans la ville. Nous verrons le reportage de Jean-Guillaume Charrier. Et puis en fin de journal, nous partirons à Lourdes et à Paray-le-Monial où on se prépare également à vivre ces JMJ à 20 000 km des côtes australiennes. Les 23e JMJ vont donc débuter demain à Sydney. Dans l'après-midi, le cardinal George Pell, archevêque de la ville, va présider la messe d'ouverture devant 225 000 jeunes. Événement à suivre en direct sur notre antenne demain matin à 8h30, heure française. En attendant, Sydney est en effervescence. Aujourd'hui, à la veille du grand jour, des milliers de pèlerins ont accueilli la croix des JMJ, une croix symbole qui est arrivée sur le sol australien il y a un an. Depuis, elle a fait le tour des diocèses du pays avant de débarquer aujourd'hui à Sydney. Sur place, on retrouve Thomas Vallu. Bonjour, vous le savez, les JMJ ne commencent officiellement que demain avec la messe d'ouverture qui sera célébrée sur les quais à quelques mètres d'ici. Mais aujourd'hui, pour les habitants du centre de Sydney, c'était l'arrivée de la croix et de l'icône des JMJ. La ville prend des couleurs, celle de l'espérance avec tous ces jeunes qui arrivent. La croix et l'icône sont venus ce matin par bateau comme les premiers chrétiens du pays. Cette croix de l'année sainte a été confiée aux jeunes par Jean-Paul II afin qu'il la porte comme un symbole, celui de l'amour du Christ pour l'humanité. L'icône est la réplique de la Vierge qui est vénérée à la basilique Sainte-Marie-Majeure à Rome. Au Rameau 2006, le pape Benoît XVI a remis cette croix et l'icône aux jeunes Australiens. Depuis un an, elles ont traversé les 30 diocèses du pays, parcourant plus de 80 000 km, visitant plus de 400 paroisses ou communautés. Cette icône et cette croix ont permis une véritable mobilisation en Australie. Plus de 400 000 personnes ont participé à ce pèlerinage, source de grâce, et de nombreux jeunes se sont mis en route pour rejoindre les JMJ. Ce matin, le comité d'accueil était composé de jeunes de Sydney, mais aussi de Français, d'Italiens, de Polonais et de jeunes de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et vous pouvez le constater, il y avait une atmosphère de fête, mais aussi de recueillement, les jeunes cherchant à toucher la croix en signe de vénération. La croix et l'icône ont quitté le port pour traverser la ville, stoppant la circulation. Les passants et les personnes travaillant dans les bureaux s'arrêtaient quelques instants pour saluer le cortège. Ce soir, elles seront à l'université. Nous les retrouverons demain pour la messe d'ouverture. Elles vont accompagner les jeunes pèlerins pendant toutes ces JMJ 2008, pour tous les moments de fête, mais surtout pour tous les moments de prière. Aujourd'hui, en ce 14 juillet, jour de fête nationale, près de 3000 Français se sont retrouvés dans le centre des expositions de Sydney pour une messe célébrée en fin de journée par le cardinal André XXIII, archevêque de Paris. À ses côtés, 13 évêques français sur les 25 qui seront présents cette semaine à Sydney. Je vous rappelle qu'en tout, 4500 jeunes Français participent à ces JMJ. Certains groupes de JMJistes ont profité de ce long voyage pour faire étape en Asie. C'est le cas de 50 jeunes de la paroisse Saint-Germain-des-Prés à Paris. Notre journaliste Guillaume Roubert les accompagne depuis une semaine. Après une halte de quelques jours en Inde, les pèlerins ont pris la direction de Sydney. Ils sont arrivés ce matin après 12 heures de vol. Récit de voyage. Après 5 jours passés à Chennai, nous laissons l'Inde avec regret, mais pour mieux entrer dans les JMJ. Nous retrouvons par la même occasion les joies de l'escale, des formalités aux douanes, de l'attente, des sacs perdus. La galère, on connaît. Elle fait même partie du charme de notre pèlerinage aux antipodes. Pour rejoindre Sydney, nous faisons un arrêt de quelques heures à Singapour. Mais 11 heures d'avion, c'est long. Rassemblés sur 4 rangées, on en profite pour récupérer de nos courtes nuits indiennes. Film, musique vissée sur les oreilles ou un bouquin à la main, chacun a sa technique pour faire passer le temps. Dormir et manger, puis redormir et remanger. Je lis, je regarde la télé en fait, des films. Et je lis. Alors que Didier potasse ses bonnes adresses en Australie, Albin tente lui une offensive JMJ avec sa voisine américaine. C'était un petit peu compliqué de faire comprendre ce qu'on faisait, mais finalement elle a paru assez intéressée en me posant pas mal de questions sur qui on était, où on allait exactement. Donc voilà, j'ai essayé un petit peu de lui expliquer ce qu'étaient les journées de la mondiale de la jeunesse et qu'on allait à la rencontre du pape. Cela ne semble d'ailleurs pas perturber tout le monde. Quelques mythes tombent aussi pendant le voyage.
Les 15 Indiens montent aussi pour la première fois dans un avion et Marina découvre les sensations du décollage. C'est mon premier vol. Je ne pensais pas que cela m'arriverait un jour. C'est un incroyable sentiment que je n'avais encore jamais ressenti. Je n'ai pas les mots pour l'exprimer. Quand l'avion a décollé, j'étais vraiment effrayée. Petit bonus à la clé, sur le tronçon Singapour-Sydney, nous avons la chance de tester le flambant neuf Airbus A380, le plus gros avion civil à ce jour, qui embarque près de 600 passagers. Un luxe et un peu de confort dont on profite au maximum, car on sait tous que le gymnase qui nous attend peut-être à Sydney sera beaucoup plus spartiate. En totalité, on aura passé plus d'une journée en vol ou dans les différents aéroports. Mais on y est maintenant presque habitué. C'est notre lot de pèlerins. Les JMJ à Sydney, ça se mérite aussi. À l'image de ces JMJistes, des groupes de jeunes du monde entier ont commencé à envahir Sydney. Aujourd'hui, les 225 000 participants étaient encore en train d'affluer dans la ville. À leur arrivée, ils ont rendez-vous au Parc Olympique où l'on retrouve Jean-Guillaume Charrier. Le soleil est de retour sur l'Australie et nous vous retrouvons depuis le parc olympique de Sydney, là même où il y a 8 ans se sont déroulées les épreuves des Jeux olympiques de Sydney. Un parc olympique reconverti pour l'occasion en gigantesque centre de névralgique, centre de convergence de tous les pèlerins du monde entier qui viennent se faire accréditer. On a retrouvé un petit groupe de jeunes français avec Raphaël qui vient, si je ne m'abuse, du diocèse de Seine-Saint-Denis. Alors pourquoi votre présence au parc olympique, Raphaël ? Alors pour marquer le début des JMJ, donc des Journées mondiales de la jeunesse, on est arrivé hier soir à Sydney et donc on s'est acheminé sûrement vers le showground dans lequel on a dormi dans le dôme où on était à peu près 4000 et donc on a pu discuter avec tous les autres pèlerins du monde entier. Alors le showground, c'est le dôme, c'est ce gigantesque gymnase que nous vous présenterons tout à l'heure. 4000 pèlerins ont dormi à même le sol, des conditions un petit peu difficiles qui vont s'améliorer, je crois, ce soir, Aurélia. Oui, exactement, parce qu'on est accueillis par des familles, on sera hébergés chez des familles depuis exactement, donc nous on sera accueillis par la paroisse de Rockdale, donc on y va aujourd'hui et on aura un petit repas pour les connaître et après on sera hébergés chez des familles. Donc voilà. Eh bien on vous laisse partir dans vos familles d'accueil. Nous de notre côté, on va se retrouver à l'intérieur du dôme. Vous allez voir, ça vaut le détour. Nous voici donc à l'intérieur du fameux Sydney Dome. Pas d'épreuve de basketball ni de judo aujourd'hui, mais un dôme reconverti en un gigantesque dortoir où les pèlerins du monde entier vont dormir ici chaque soir lors des JMJ. Des Chiliens, des Samoans, des Américains derrière nous vont partager des temps de prière, des chansons, sans doute peut-être des danses. Chaque soir, ici même, ce Sydney Dome est un véritable symbole, un lieu de fraternité, de convivialité entre les pèlerins du monde entier. Les tentes sont interdites dans tout le parc olympique. Les pèlerins ont donc un toit géant pour les abriter des nuits fraîches de l'hiver australien. Des conditions d'hébergement un peu dures, mais qui ont le mérite de permettre une grande fraternisation, finalement au cœur de ces JMJ. C'est fascinant. C'est ce que nous voulions, être ensemble pour notre première venue au JMJ. Nous voulons vraiment remercier tout le monde. Être ici nous donne de la force. Nous allons nous nourrir de cette force une fois de retour chez nous. Le Dôme est un incroyable lieu de melting pot culturel. Je crois que nous allons faire un peu de tout, aller rencontrer les autres pèlerins, échanger et découvrir des cultures du monde entier. Le parc olympique se situe à 30 minutes au nord de Sydney. Outre l'hébergement, c'est ici que les groupes sont orientés vers les paroisses. En effet, certains pèlerins sont pris en charge par des communautés locales et logés dans des familles d'accueil. Et c'est en chantant que les pèlerins patientent à la veille du début officiel de ces JMJ. On vient de le voir, les jeunes profitent des infrastructures construites pour les JO de Sydney en l'an 2000. Les organisateurs des JMJ 2008 disent d'ailleurs que l'événement est le plus important jamais organisé sur le sol australien avant les JO. C'est dire l'ampleur de ce rendez-vous. On attend 500 000 participants à la veillée de samedi soir avec le pape, dont une majorité de jeunes australiens. Stéphanie Dupasquier nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir Stéphanie. Bonsoir David. Ces JMJ sont un défi pour l'église locale, car le dimanche on voit plus de jeunes sur les plages que dans les églises. Et oui, en effet, on parle d'ailleurs de beach culture car la plupart des villes sont en bordure des plages. Dans cette société matérialiste avec un taux de chômage de 4% et des salaires élevés, les jeunes sont plus attirés
attirés par les loisirs que par la recherche spirituelle. Mais derrière ce tableau doré se cache une réalité moins rose. L'Australie est un pays où le taux de suicide chez les jeunes est parmi les plus élevés. Stéphanie, quel est le visage de l'église australienne? Alors c'est d'abord une église jeune. Ce n'est qu'en 1803 que la première messe est célébrée. Pendant longtemps, cette église a été marquée par les Irlandais qui étaient pauvres, mal vus et qui ont eu du mal à s'implanter face aux anglicans et aux protestants. Aujourd'hui, le catholicisme domine. Sur 20 millions d'habitants, 5 millions sont catholiques. L'église compte 32 diocèses et son influence est surtout forte depuis une trentaine d'années à travers les écoles. Autre aspect à souligner, c'est une église qui manque de prêtres. On en compte 3126. Quant au nombre des séminaristes, il est passé de 546 il y a 40 ans à 141. Enfin, c'est également une église fragilisée par les affaires de pédophilie qui concernent quelques centaines de cas. L'Australie est-elle très sécularisée? Oui, tout à fait. Le taux de pratique religieuse se situe autour des 13%, ce qui n'est pas si mal pour un pays occidental. En revanche, chez les jeunes, il chute à 6%. Et puis soulignons qu'il y a peu d'abbayes et de monastères, donc peu d'endroits pour se ressourcer spirituellement. Stéphanie, quel rapport les catholiques entretiennent-ils avec l'Église? Un rapport contrasté. Ils sont à la fois très engagés socialement, en aidant par exemple les pauvres ou les réfugiés, mais ils sont aussi contestataires. Ils remettent souvent en cause la morale de l'Église et n'hésitent pas à soutenir le mariage des prêtres ou l'ordination des femmes. Lors de leur visite à Limina en 98, les évêques australiens s'étaient fait réprimander par Jean-Paul II. Quels sont les défis pour cette église à la veille de l'ouverture de ces JMJ? C'est tout d'abord de savoir si ces jeunes Australiens sauront communier avec les milliers d'autres venus à Sydney. Pourront-ils, comme l'espère le cardinal Pell, se réveiller et réveiller toute l'église? Et puis une autre question se pose, comment former cette jeunesse australienne puisqu'il y a peu de mouvements chrétiens? Enfin, un défi majeur concerne le manque de vocation, mais tous les espoirs sont permis avec la venue du pape David, puisque un plan d'évangélisation a déjà été lancé pour les 20 prochaines années. Merci Stéphanie. Et puis je vous rappelle que le pape est arrivé hier à Sydney. Pour le moment, il se repose dans un centre de l'Opus Dei au sud-ouest de la ville. Pour Benoît XVI, les JMJ commenceront jeudi. Il arrivera en bateau dans la baie de Sydney. Une arrivée à suivre bien sûr en direct sur KTO. Aujourd'hui, les journaux australiens ont fait leur une sur l'arrivée du pape avec un accueil très positif. Le pape aime Sydney selon le Sunday Telegraph ou encore le pape pour raviver le feu de la foi selon le quotidien The Australian. En France, on se prépare également à vivre ce grand événement. Des mini-JMJ vont se dérouler en même temps dans une dizaine de lieux différents. Exemple à Lourdes, où l'on attend 2500 participants. Aujourd'hui, l'attention était plutôt tournée vers le Tour de France de passage dans la ville, alors que les bénévoles s'affairent depuis 4 jours pour les derniers préparatifs. Le reportage de Frédéric Jakovlev. La petite Bernadette n'en aurait sans doute pas cru ses yeux. Aujourd'hui, ce sont de drôles de pèlerins qui ont traversé la cité mariale. Voilà près de 2 semaines que ces hommes, étrangement vêtus, s'acharnent à battre des records de vitesse avec un succès certain. Côté sanctuaire, on n'est pas en reste puisque la course contre la montre a là aussi commencé. Dans quelques heures doivent arriver les premiers groupes de JMJistes. Il s'agit donc là aussi de changer de braquet. Et le plus tôt demain, c'est 7h30. Dernier briefing, dernière mise au point pour ces 65 volontaires. Pour nous, le début des JMJ, c'était il y a 4 jours. Mais là, on arrive vraiment à la date fatale qui est demain. Donc aujourd'hui, il faut se dépêcher. Se dépêcher car finalement, toute l'organisation de ces mini-JMJ repose sur les épaules de quelques volontaires. Certains sont espagnols, d'autres italiens ou anglais. La plupart sont français. Ils ont une vingtaine d'années, ont fait le choix de consacrer près de 2 semaines de leurs vacances au JMJ. C'est le cas de Corentin, étudiant en médecine. Je me suis dit pourquoi pas bénévole, ça pouvait être sympa aussi et intéressant de découvrir un petit peu comment ça s'organise, un événement pareil, qui tient un petit peu les ficelles de tout ça, comment ça tient debout, comment ça s'organise, comment on peut aider les gens, tout ça. Première tâche pour ces bénévoles, constituer le sac du pèlerin. À Lourdes, il est bleu, la référence au JMJ est discrète, il s'agit de ne pas concurrencer Sydney. Et pourtant, comme en Australie, un pass sera délivré à chacun des participants. C'est avec ce sésame que les JMJistes pourront avoir accès aux différentes activités. Sur le pass, on va voir le nom, le prénom, la nationalité de la personne, ce qui correspond aussi à la langue, puisqu'il y a 4 langues au JMJ. Il y a le français, l'italien, l'espagnol et l'anglais.
Et de l'autre côté, on a l'adresse du logement qui doit être précisée. Alors là, par exemple, comme le bandeau est indigo, il n'y a pas de problème, c'est la salle des fêtes. Nous, on le sait, mais c'est mieux toujours que la personne rajoute ça en cas de problème. Car des lieux d'hébergement, il y en aura principalement 3. Les plus chanceux planteront leur tente ici, à côté d'Iscout, au bien connu Village des Jeunes, sur les hauteurs de Lourdes. En Bourgogne, au sanctuaire de Paray-le-Monial, cette fois, des milliers de jeunes vont également vivre ces JMJ en communion avec Sydney. Les participants sont attendus demain soir. L'équipe liturgique, elle, qui va animer les célébrations, est déjà sur place. Aujourd'hui, François Lespès a suivi les dernières répétitions. Reportage en musique. Si les jeunes n'arrivent que mardi soir pour le grand forum des jeunes de Paray-le-Monial, certains sont arrivés un peu en avance. Il s'agit des volontaires du service liturgie qui vont animer la musique et les chants pendant toute la session. Henri Rémy, le responsable, les accueille pour ce qu'on appelle une pré-session. Tout commence par un pot d'accueil qui permet de faire connaissance. Ils sont une soixantaine de jeunes, entre 17 et 25 ans, qui viennent d'horizons très différents. C'est le bouche à oreille qui les a rassemblés ici. Leur particularité, c'est qu'ils aiment le Seigneur, en tout cas plus ou moins chacun à son étape, et qu'ils sentent bien qu'il y a quelque chose à faire grandir dans le service au niveau de la musique pour Dieu. Alors, faut-il être un expert musical pour participer ? Je joue de la flûte traversière, mais à très petite dose, on va dire, parce que je joue pas ni dans un concert, j'ai pas vraiment pris de cours, donc je me débrouille juste comme ça. Et sinon, je chante. J'aime beaucoup la musique pour le bon Dieu, et j'aime beaucoup chanter et jouer. J'aime beaucoup le gospel, j'aime beaucoup. Et donc, j'avais pas envie de venir ici sans rien faire. C'est par un gospel, justement, que le groupe va briser la glace. Mais bien plus qu'un moment sympathique, c'est toute une démarche spirituelle, faite d'enseignement et de temps de prière, qui va être proposée à ces jeunes pendant toute la semaine où ils seront en service musical. C'est les musiciens, des chanteurs, donc on aurait peut-être tendance à dire ils sont musiciens, ils sont chanteurs, donc ce qui a priorité c'est la musique, faut qu'il y ait de la bonne musique, faut que ça bouge et tout. Et finalement, l'idée c'est de mettre la musique au service de Dieu dans ce que l'Église nous demande, donc qu'elle porte la parole de Dieu. Donc notre idée c'est de les enraciner et de nous réenraciner aussi, nous en même temps, par ce même biais dans la liturgie que l'Église... Comme dans toutes les activités, ici à Paray-le-Monial, le vrai but de ce service musical, c'est de permettre à ces jeunes de faire un pas vers Dieu. C'est bien de faire de belles choses, mais notre plus grand désir est vraiment que quelqu'un laisse habiter Dieu dans son cœur, et évidemment, si juste une personne peut sortir grandi de ce temps, on a tout gagné en fait. Dieu a tout gagné dans le service qu'on essaye de lui rendre tant bien que mal. On le voit, c'est dans l'enthousiasme que les préparatifs avancent pour accueillir les milliers de jeunes qui arrivent demain. Voilà, on arrive à la fin de ce journal. Prochain rendez-vous demain avec la messe d'ouverture de ces 23e JMJ, une messe célébrée par le cardinal George Pell, archevêque de Sydney. À suivre, bien sûr, en direct sur notre antenne à partir de 8h30 le matin, heure de Paris, avec les commentaires de Thomas Valu et du père Denis Metzinger. Et puis pour se faire plaisir, avant de se quitter, on va voir un court extrait de l'hymne officiel des JMJ. On regarde. Voilà, c'est la fin de ce journal des JMJ. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le site officiel des JMJ dont l'adresse s'affiche sur vos écrans. Et puis pour plus de détails sur notre programmation, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site, le www.ktotv.com. Voilà, et demain à 19h30 pour le journal, vous avez rendez-vous avec Stéphanie Dupasquier. Et puis bien sûr, n'oubliez pas, demain matin, la messe en direct à 8h30, heure locale, heure de Paris plutôt. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.